La vie du designer n'est pas faite que d'UX Research ou de maquettes Figma. Elle est aussi faite de connaissances, d'apprentissage, de remise en cause et de transmission du savoir. Olivier Leroy travaille depuis plus de 14 ans dans le design. Aujourd'hui, à travers cette interview, il va te transmettre ces 4 piliers qui ont fait de lui ce qu'il est, un artisan du design. Je te propose un épisode inédit qui te donnera certainement plein d'inspiration pour l'avenir. Et surtout, écoute bien l'épisode jusqu'à la dernière minute, car il te donne une liste de 6 conseils pour devenir un bon designer. Savoir, c'est bien, tout savoir, c'est mieux. Avec Design Plus, je te propose de rencontrer ensemble les designers français qui vont te permettre de développer tes connaissances et d'apprendre. Bonne écoute! Salut Olivier, comment vas-tu? Salut Laurent, écoute, ça va bien. Merci de m'inviter. Je suis content aussi de te recevoir. Est-ce que tu peux te présenter auprès de nos auditrices et auditeurs pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, s'il te plaît? Écoute, je vais essayer d'être rapide. Si tu veux, mon parcours, il est peut-être un peu différent des parcours classiques dans le design. Parce qu'à la base, moi, j'ai commencé dans l'électrotechnique, dans les cartes à puce. Donc, rien à voir. Et en fait, suite à un licenciement économique, moi, je voulais devenir à la base sculpteur sur bois. D'accord. Rien à voir non plus. et j'ai fini par travailler dans l'ergonomie logicielle après une reconversion dans le web design. D'accord. Ensuite, j'ai bifurqué donc vers le statut d'indépendant et c'est-à-dire consultant dans le product design toujours sur des solutions SaaS pour des petites et des moyennes entreprises. Et depuis 7 ans, je travaille toujours en solo ou en binôme avec mon épouse qui est spécialisée en recherche utilisateur. D'accord. Et effectivement, j'avais eu l'occasion de vous recevoir tous les deux il y a quelques années. Oui. Donc ça s'appelait le mariage parfait entre l'UX et lui. C'est ça. Donc voilà, où avec Annen, ton épouse, vous étiez intervenu dans le podcast pour justement parler du mariage heureux entre l'UX et l'UI. C'est exactement ça. Et alors, j'aimerais savoir pourquoi tu voulais aujourd'hui aborder ce thème et parler de tes piliers dans le design, dans Design Plus, s'il te plaît. Alors, c'est vrai que j'ai construit 4 piliers au fur et à mesure sur ces 14 années. Et c'est vrai que j'ai envie de m'adresser déjà à la base sur les designers qui sont peut-être plus juniors, mais pas que, aussi les designers qui sont peut-être une carrière plus longue comme la mienne. Et aussi, j'ai envie de m'adresser aux personnes qui sont dans les équipes produits, c'est-à-dire les développeurs, les ingénieurs, les chefs de produits, les parties prenantes, les PM, etc. Parce que souvent, on s'oriente beaucoup, on dit beaucoup aux designers de s'adapter à son entourage pour mieux collaborer, mais l'inverse, je le vois un peu moins dans le sens où on s'intéresse peut-être un peu moins au designer pour le comprendre et aussi mieux collaborer avec lui. Et donc, ces 4 piliers sur lesquels je vais parler au fur et à mesure avec toi, ça fait 14 années que je les ai construits et j'ai envie d'en parler parce que ça m'a permis de réussir donc ma carrière dans le design et surtout, ça me permet d'entrevoir les 10 prochaines années aussi dans le design et je vois très bien ma carrière continuer avec confiance et je sais qu'il y a beaucoup de doutes là-dessus sur des designers qui sont un peu plus juniors. Donc j'ai envie de partager ça avec eux pour qu'ils puissent en inspirer et aussi peut-être construire leur propre pilier. D'accord. Et c'est vrai que par contre, comment je les ai construits aussi ces piliers, c'est que la base, c'est que j'ai compris quel designer je voulais être et comment je voulais travailler. Et moi, j'ai compris que je voulais être un artisan du design. Ça a été la base. C'est comme ça que j'ai construit ces piliers. Et ensuite, par contre, il m'a fallu un effort un peu plus important pour passer le cap de la narration et savoir raconter, savoir expliquer des solutions de conception. Ça a été beaucoup plus difficile pour moi. En revanche, ça a été plus facile pour le côté design opérationnel, tout ce qui est processus. Là-dessus, j'avais beaucoup plus de facilité.
Et quant à la vision, qui sera le dernier pilier qu'on verra ensemble, ça c'est quelque chose qui est venu vraiment avec les années, ça se construit vraiment avec l'expérience et le nombre d'années. Et ça, je pense que c'est vraiment la veille que j'ai fait chaque jour pour m'ouvrir sur ce qui se fait ailleurs, qui a été déterminant pour construire cette vision, ma vision dans le design. D'accord. Et du coup, quels sont ces 4 piliers que tu cultives depuis ces nombreuses années alors? Donc le premier pilier, donc c'est l'artisanat. Donc ce que je disais, c'est le côté être artisan du design. Ça a été le premier que j'ai construit. Le deuxième, ça a été effectivement l'art de raconter, la narration. Le troisième, c'est le processus, donc les process, le design opérationnel. Et le dernier, donc le quatrième, donc la vision. D'accord, très bien. Donc nous allons commencer par le premier pilier et donc qui est l'artisanat en fait. Et je t'écoute. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, s'il te plaît? Ouais. Alors là, je vais juste faire un petit bond en arrière parce que j'ai dit que j'ai fait une reconversion dans le web design et quand je l'ai fait justement avec le Greta Réseau Graphique de Paris. C'est une formation web design où j'ai vu une multitude donc de disciplines. Ça allait de la 3D à la vidéo, à la couleur, à la typographie. Donc j'ai vu beaucoup de choses. Et pourquoi je dis ça? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de designers qui sont un peu perturbés dans ces formations de dire mais moi je veux être concepteur produit et on me fait travailler sur plein de choses en même temps, sur du contenu, sur de la 3D, sur de l'intégration. Effectivement, c'est difficile. Et au début, dans les premières années, moi, je ne savais pas, du coup, avec toutes ces disciplines, mais dans quoi j'allais travailler, qu'est-ce que j'allais faire comme rôle au sein d'une entreprise. Et là, en fait, j'ai utilisé ce qu'on appelle le modèle en T. Et ça, je le conseille donc à tous les designers, surtout quand on commence. Le modèle en T, d'ailleurs, Spotify, des designers de Spotify en parlent très bien là-dessus. En fait, c'est ce qui m'a permis de comprendre que je voulais travailler dans l'ergonomie logicielle, parce que si vous voulez, le modèle en T, en fait, tu places toutes tes disciplines sur lesquelles tu as travaillé. Ça peut être très bien de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire de la 3D, de la couleur, la typographie, de l'ergonomie, de la recherche utilisateur, du travail sur le contenu, et tu les poses, c'est des carrés que tu mets, toutes les matières sur lesquelles, les disciplines que tu abordes, et en fait, il va falloir à un moment donné cibler les disciplines sur lesquelles tu as le plus d'attirance et le plus de compétences. Et moi, si j'avais 2 choix à un moment donné, c'est-à-dire que j'étais très attiré à l'époque par les sites en Flash. Je pense que certains ne connaissent pas. C'est clair. Mais voilà, mes sites en Flash, c'était très très visuel. Il y avait beaucoup d'animation là-dedans. Et j'étais attiré là-dedans parce que j'aimais le dessin et je voulais travailler dans l'animation 2D. Donc il y avait une réelle attirance vers ça. Mais en même temps, j'étais très attiré par le côté pratique et fonctionnel. Et ça depuis tout petit. Et forcément, quand j'ai commencé à comprendre l'ergonomie et en même temps la technique, les contraintes techniques, ça a résonné énormément. Et à un moment donné, j'ai dû faire le choix. Je me dis, ou je vais vers le design visuel, ou je vais vers l'ergonomie. Il faut que je choisisse. Et j'ai fait ce modèle en T et j'ai vu que j'avais beaucoup plus de compétences. Et cette forme en T, elle s'est créée plus sur le côté ergonomie et expérience utilisateur. Et donc ça, je le conseille effectivement à tous les designers de savoir quels designers ils sont, pour devenir un spécialiste de sa partie et mieux choisir en fait après son travail. D'accord. Donc ça veut dire que par exemple le modèle en T, j'imagine qu'on peut le trouver facilement sur internet. Comment le modèle et puis utiliser ce modèle. Oui, je sais pas si avec le lien du podcast après je pourrais te partager le lien sur Spotify Design. Si, tout à fait. Je le partagerai volontiers. Il y a un article là-dessus. Ouais. D'accord. Ok. Je crois que tu voulais nous parler peut-être de d'autres modèles ou d'autres outils, je crois. Oui, en fait, il y a un des points qui est super important, c'est-à-dire que si vous êtes un artisan dans le design, comme un artisan qui est, je sais pas moi, je parlais tout à l'heure d'un sculpteur sur bois, il faut des outils. C'est obligatoire, sans des outils, il ne peut pas travailler. Donc là-dessus, vous devez construire votre pile d'outils, connaître vos outils, parce que quand vous êtes indépendant, c'est plus facile, parce que vous pouvez vraiment choisir vos propres outils. Mais en tant que salarié, vous devez vous adapter aux outils que l'entreprise, entre guillemets, vous impose, parce qu'elle fonctionne déjà comme ça.
Donc ça, c'est important de les connaître. Maintenant, là où je pense les entreprises et les designers font une erreur, c'est que les entreprises font beaucoup d'offres d'emploi dans le sens, vous pouvez le lire, hein, en gros, on vous demande, dans le designer, on veut qu'il ait Figma, quoi. Voilà. Donc en gros, s'il a Figma, c'est bon, on t'embauche, on te propose de se rencontrer. Mais j'insiste là-dessus. Alors il y a rien contre Figma. Je veux pas me mettre ça les designers à dos. Mais ce que je veux dire, c'est que par exemple, ça fait 5 ans que j'interviens aussi dans une école de design, ECV Digital à Aix-en-Provence. Et donc j'ai pu voir l'évolution. D'ailleurs, il y a 5 ans, ils étaient plus sur Adobe que sur Figma. Hein. Ils n'étaient pas du tout sur voilà. Sauf que je me suis rendu compte là sur la dernière session, donc je leur fais un petit clin d'œil parce que c'est une équipe super sympa qui travaillait super bien. Et à un moment donné, j'ai demandé un exercice qui était de refaire une application sur le nouveau téléphone de Google, qui est le téléphone pliable. C'est des designers qui, par rapport aux années précédentes, eux, ils étaient déjà calés sur Figma. Ils savaient faire, ils avaient cette approche déjà quand même des composants, cette logique des fondations, de prototyper. Ils avaient déjà beaucoup plus évolué là-dessus. Et pour autant, là-dessus, il y a eu blocage total en disant, mais en fait, monsieur, désolé, mais là, on voit pas par où commencer, on sait pas quoi faire. Et c'est là où je veux en revenir sur l'outil, c'est-à-dire que t'as beau être sur Figma ou sur un autre outil qui est très très bien pour le design, c'est pas ça qui fait le designer. Et je souligne vraiment ce point, mais plusieurs fois, quoi. D'accord. Il y a ça, et il y a un autre point qui est important, c'est que quand vous êtes designer, vous devez développer un art qui est celui de prototyper. C'est que aujourd'hui, il y a un mise trop sur le fait de savoir effectivement rendre des maquettes ou des maquettes filaires, mais il faut aller beaucoup plus loin. Il faut aller beaucoup plus loin que ça. Surtout quand je vois aujourd'hui, je pense que tout le monde l'a vu, le nouveau casque d'Apple avec le design spatial. Si vous n'avez pas commencé à élaborer des règles de conception, ça va être très difficile de pouvoir basculer sur ces modèles de conception qui sont le futur, ou même d'autres points comme les produits qui sont avec l'intelligence vocale. Et ça, c'est l'art de prototyper. Et une nouvelle fois, c'est pas l'outil qui va vous aider à savoir faire ça. D'accord. C'est vrai que j'aime bien parler de Léonard de Vinci dans ce sujet-là parce que lui, il n'était pas UX designer, hein, mais si vous allez vous intéresser à son travail, en fait, comment il a été capable, lui, de concevoir des solutions et de quelque part de prototyper, c'est parce qu'il était capable d'observer beaucoup. Il a beaucoup observé, il a fait énormément d'expérimentation et c'est ce qui lui permettait ensuite de mettre en place des solutions de conception liées à un problème et à énormément d'observations. Et ça, c'est la base d'un designer, c'est savoir observer. D'accord. Et d'ailleurs, en parlant de Léonard de Vinci, je crois qu'il y a beaucoup d'esquisses, on va dire, pas de sketch, mais d'esquisses ou de prototypes qui ne sont pas terminés parce qu'en fait, je crois qu'il avait fait des essais visuels ou des maquettes, on va dire. Et en fait, il a dû voir que finalement, le besoin n'existait pas ou il n'était pas vraiment présent ou pas nécessaire à ce moment-là. Et il y a beaucoup d'esquisses de Léonard de Vinci qui ne sont pas terminées. Et c'est assez étrange. Je pense que pour certains, certains spécialistes de la peinture, c'est assez étrange. Mais pour moi, designer, je pense que effectivement, c'est peut-être parce que il a dû abandonner le projet parce qu'il y avait plus de besoin à ce moment-là, ou peut-être qu'il y avait une autre solution qui avait été proposée aussi. C'est peut-être aussi ça. Ah ben il était déjà précurseur du Lean UX, lui, c'était de tester, d'apprendre et l'échec fait partie du jeu dans le design. C'est une règle qu'il faut accepter que par moment il y a peut-être un problème, on essaie de le solutionner, on peut trouver des solutions, mais des fois on n'arrive pas à trouver la solution, ou alors on peut la trouver, mais finalement les utilisateurs ils préfèrent contourner le problème et ils n'ont pas besoin du produit que vous leur proposez. Il faut accepter. L'échec fait partie du jeu, ouais. Non, ouais. Et quand tu dis ça me fait penser un peu à cette image aussi qu'on voit régulièrement
qu'on voyait il y a quelque temps sur les réseaux sociaux, où t'avais un super chemin bétonné avec des lignes droites qui allaient tout droit, puis ensuite après t'avais deux partages à droite et à gauche, et puis les utilisateurs ils ont carrément contourné le problème en traçant une voie sur la terre à gauche, parce que le chemin était beaucoup plus court par là, et pareil à droite aussi d'ailleurs. Oui, c'est ça. Ça illustre bien. Ouais, l'utilisateur fait toujours son choix. Ouais. Exactement. Donc maintenant que tu as appris, ou que le designer a appris à faire des conceptions, il faut aussi les montrer. Et donc, quelle est en fait ta méthode lors d'une présentation ou d'un rendez-vous client ou d'une revue de conception? Voilà. Alors ça, c'est le deuxième pilier, effectivement, la narration. Et celui-là, il a été très difficile pour moi, parce que je pense que certains designers sont un peu dans cet esprit-là. J'étais quelqu'un, effectivement, je suis toujours d'assez introverti. Effectivement, c'est pas toujours évident d'aller se retrouver à présenter une solution, et donc déjà de parler devant une assemblée, peu importe le nom, hein. Mais en plus, vous devez parler devant tout le monde, mais en plus, vous devez montrer quelque chose que vous venez de réaliser. Et ça, c'est difficile, parce que vous, en fait, vous livrez quelque part votre travail, vous dévoilez. Et les premières fois, c'est quand même difficile pour un designer de faire cette étape-là. Et c'est pour ça que j'ai compris que la communication était essentielle dans le design. Et effectivement, donc quand on dit qu'un bon design vous mènera loin, mais une bonne communication vous mènera encore plus loin, c'est totalement vrai. À la base, moi, je voulais pas montrer mes designs. Je les faisais passer à un chef de produit ou à un PM, disant, tiens, voilà, j'ai fait la solution, présente-la toi, va voir la réunion. Voilà, je faisais ça. Sauf qu'après, des fois, j'étais présent aussi, et il présentait à ma place. Et quand il présentait, je disais, mais non, c'est pas ça que je voulais dire quand j'ai fait ça, etc. Mais j'étais responsable de ces erreurs-là, parce que j'ai pas voulu prendre ma responsabilité de parler. Donc la communication était essentielle. Mais avant de parler, il y a une autre clé pour un designer, c'est savoir écouter. Quand je parlais tout à l'heure d'observation, mais il y a aussi l'écoute, parce que vous êtes avec des utilisateurs et vous devez effectivement comprendre ce besoin. Et un des points les plus importants, c'est l'écoute. Et ce qui est assez marquant, c'est qu'en fait, il y a quelques années, quand j'ai commencé, j'avais apparemment cette qualité-là d'écoute, parce que je travaillais sur des logiciels, et j'allais voir en fait les gens en double écoute. Je me rappelle, sur un logiciel, dans un centre d'appel, je faisais des double écoutes. J'allais voir aussi les gens sur le terrain, et en fait, je me rappelle, je me parlais. J'étais introverti, hein, on souligne, mais j'écoutais. En fait, je notais, et en fait, je les laissais parler, et je réajustais de temps en temps. Je posais des questions. Je n'avais aucune connaissance des règles des questions UX, comment mener un interview. Je ne savais pas du tout faire ces choses-là. Mais pour autant, je me rappelle qu'une fois, les équipes m'avaient dit, c'est cool avec toi, parce qu'en fait, tu nous écoutes, et on a l'impression d'être écouté, et on avance. Et je ne savais pas, j'avais pas conscience de ça. Et par contre, j'ai eu le défaut après de rentrer dans les méthodes UX, de justement mener des interviews. Et j'ai commencé à rentrer là-dedans. D'accord. Sauf que je me rappelle très bien, une fois, j'ai mené une interview UX en respectant les règles. J'avais fait des questions UX très cadrées, etc. Et au final, je me suis rendu compte en fait que les utilisateurs, ils avaient été fermés, ou les potentiels utilisateurs avaient répondu à mes questions, mais j'avais pas retiré du tout l'information nécessaire. Et donc j'avais perdu finalement, à cause c'est ça qui est assez perturbant, c'est à cause des méthodes UX, j'avais perdu ma qualité première, qui était l'écoute. Donc ça, j'invite aussi pareil les designers à dans le modèle en D, hein, la fameuse écoute, de monter cette compétence-là, parce que les méthodes UX, comme les outils, c'est très bien, mais l'écoute reste essentielle, il passe avant tout, quoi. Donc ça, c'était le point important sur l'écoute. Dans la communication, avant de parler, il faut savoir écouter. Et après, il faut parler. C'est-à-dire que quand tu as créé, que tu as fait une solution, il faut aller la présenter. Et là, je vais te donner un exemple qui est très marquant, c'est-à-dire qu'on avait été sélectionné justement avec Canon, avec Adobe, sur un concours du design. Et évidemment, tu travailles toute la journée sur une problématique, et tu dois créer en fonction de l'espace de problème, tu dois l'étudier et créer une solution de conception.
et la présenter à un jury. Sauf que moi, quand j'ai vu, effectivement, on a répondu à la problématique, on a fait une solution de conception, c'était carré, ça répondait aux contraintes techniques, nickel. J'étais persuadé qu'on allait... pour moi, c'était en toute objectivité, on avait gagné. Parce que j'avais vu le travail des autres équipes, et en fait, on arrive au classement 3e. Et là, j'ai compris pourquoi. C'est parce qu'en fait, je n'ai pas compris l'audience avec qui on s'adressait. C'est-à-dire qu'en face, il n'y avait pas, dans le jury, ce n'était pas quelqu'un qui était chef de produit, c'était pas un responsable accessibilité, c'était pas des personnes spécialisées. Et eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont écouté les groupes et ils ont surtout écouté l'histoire. Et en fait, il y a un groupe qui a réussi et eux, ils ont réussi. Ils ont réussi à raconter leur solution et à dégager une histoire. Ils ont dégagé une émotion de leur solution de conception. Et le jury a adoré ça. Et c'est ce qu'ils ont souligné. Et donc, là, c'est là où j'ai compris, c'est qu'il faut savoir, effectivement, raconter sa solution de conception. Il y a toute une histoire à emmener. Et pour ça, il faut connaître ton audience, il faut savoir à qui tu t'adresses. D'accord, très bien. Et le troisième point qui est un peu plus dans la narration, c'est-à-dire que là, on a vu, avant de parler, il faut savoir écouter. Il faut savoir aussi, du coup, connaître son audience. Donc là, je parlais d'un jury, mais on aurait pu très bien être dans si vous faites une revue de conception, il faut savoir si vous parlez plus à des techniques ou si vous parlez plus à des parties prenantes. Et justement aussi, donc quand on est dans des revues de conception, ce qui est la base pour les designers aussi, c'est de savoir expliquer ces décisions de design. Vous voyez, j'ai développé tous ces principes d'ergonomie, UX ou au côté même conception, je les ai développés et je sais que je suis devenu expert là-dedans. Et pour autant, ça m'est quand même arrivé, je vais te donner un exemple, je travaillais dans une application sur une console médicale. J'ai travaillé avec une équipe, c'était une mission longue, et en fait, je n'ai pas réussi, dans la collaboration avec eux, à définir des rôles et dire, donc ça, moi je suis responsable de cette partie-là, et j'ai trop laissé la place à la co-conception. Sauf qu'à un moment donné, j'ai laissé faire des choses à des gens que ce n'est pas leur métier. Donc je fais une erreur là-dessus. Et pour vous dire, c'est qu'à un moment donné, on a travaillé sur un pattern de navigation. J'ai laissé finalement la main faire et je leur ai laissé le choix un petit peu à un moment donné de la navigation. Et là, j'ai fait une erreur. Parce que du coup, en test utilisateur, les tests, ils ont dit, OK, oui, non, c'est très bien, il n'y a pas de problème, on voit très bien, pas de problème d'accessibilité, etc. Mais ça ne correspondait pas à leurs attentes. Et c'est là où j'ai fait l'erreur, c'est que j'ai pas été capable, à un moment donné, avec mon équipe de design, de dire, écoutez, ces décisions de design, elles me reviennent, c'est ma partie, et je vais vous expliquer pourquoi. Et j'ai laissé glisser ça dans le temps, et ça nous a fait perdre, au final, beaucoup de semaines, parce qu'après, il a fallu refaire. Et là, j'étais responsable de ça. D'accord, ok. Donc, je récapitule, les 3 points clés, c'est l'importance de l'écoute. Le deuxième, c'est de connaître son audience. Et donc, le troisième, tu viens de le dire, c'est d'expliquer ses décisions de design. J'aimerais savoir est-ce que aujourd'hui, alors comment que tu as appris ces 3 points clés? Tu vas me dire oui, c'est par rapport à mon expérience. Et la seconde question, c'est est-ce que tu as des tips, des conseils pour les mettre en place? Alors sur le premier, l'écoute, j'ai envie de dire c'est peut-être le plus facile, c'est que au début, n'allez pas sur les méthodes. N'allez surtout pas sur les méthodes parce que vous allez être complètement biaisé, et faites cette écoute active. C'est finalement le plus simple à faire, c'est-à-dire que vous avez le temps, vous savez votre objectif, et seulement écoutez. Ça, c'est l'exemple que j'ai dit tout à l'heure. C'est que si vous allez trop sur les méthodes, vous allez vous perdre. Ça, c'est le premier point. L'audience, en fait, c'est-à-dire que tout dépend des contextes. Mais maintenant, c'est vrai que quand je vais être amené à discuter d'une solution de conception, j'essaie toujours de savoir exactement qui va être présent et je demande en avance. Ouais, je demande toujours en avance si besoin. La personne qui est responsable, je lui demande, écoute, tu peux m'expliquer, cette personne va être présente, mais quel est son rôle, qu'est-ce qu'elle va faire, etc. Parce que vous devez convaincre à un moment donné dans vos solutions de conception. C'est vous l'expert, mais vous pouvez pas convaincre de la même manière quelqu'un qui est d'une partie prenante et qui n'y connaît rien en ergonomie ou en principe de design que justement si vous discutez avec le responsable technique. Vous n'allez pas pouvoir parler de la même manière. Donc ça, il faut se renseigner en amont. Et c'est pour ça que on peut le dire, je t'avais demandé il y a quelques semaines, je me rappelle, pour ton podcast, j'avais dit,
on avait discuté sur ton audience et je voulais savoir justement un peu plus le type d'audience pour essayer d'être plus juste et de m'adresser au plus large, au plus large public, ouais. D'accord. Donc ça, et les décisions de design, ça je le dis toujours aux élèves, il faut, là il n'y a pas de mystère, là il faut travailler, c'est-à-dire que vous avez des sites comme le Material Design qui sont des mines d'or, par exemple, pour les lignes directrices UX de composants, de patterns de navigation, de fondation. En fait, ça, c'est tous vos Lego. Et donc ça, vous devez connaître. En fait, vous devez limite le connaître par cœur. Et il n'y a pas de mystère. Là, pour le coup, c'est vraiment le travail, quoi. D'accord. Donc là, tu viens de nous donner des conseils sur la narration. J'imagine aussi que lorsque tu travailles en mission, puisque tu es freelance avec Anen ou sans, Ouais. et que tu ne travailles pas seul, donc que ça t'arrive d'être intégré dans une ou dans des équipes. Et pour toi, finalement, ça ressemble à quoi une collaboration réussie? Alors ça, c'est difficile. C'est difficile parce que si on prend le premier pilier de l'artisan du design, à un moment donné, t'as beau être le meilleur artisan, mais à un moment donné, t'es dans une équipe, tu joues pas seul. Donc, t'as beau être le meilleur, là, t'as beau être, je sais pas, peut-être le Zidane du design, mais c'est ça, hein. Mais t'es dans une équipe de 11 joueurs, tu vois, de 11, mais si tu ne sais pas, justement, si tu ne sais pas faire la passe à ton collègue, ou si tu ne sais pas recevoir la passe de ton collègue et lui expliquer comment tu veux jouer, eh ben, c'est très difficile. Et c'est vrai qu'une des qualités du designer, je pense, justement, quand il y a beaucoup ce sens de l'écoute, de la bienveillance, de la collaboration, il faut savoir faire le pont entre les différentes disciplines, justement. Et un des premiers points avec qui j'ai réussi à le faire, c'est les équipes de la technique, les ingénieurs, parce que j'ai compris que à la base, donc, je suis un artisan, je fais du travail. Je l'ai présenté, mais maintenant, il faut que ce travail, je le donne à quelqu'un qui, lui, va le matérialiser concrètement. Et ça, en fait, je l'ai compris très vite, au début des années 2010, après avec la logique de l'atomic design et les design systems. Parce que moi, je me rappelle, au début, j'étais dans un IT, j'ai travaillé dans le logiciel. Tout le monde était sur les applications mobiles, moi, j'étais là-dessus. Et quand vous travaillez avec 20, 30, des plateaux de 20, 30 techniques, vous comprenez très vite que vous, ce que vous racontez, l'UX design, le discours, il passe pas. Eux, ils veulent savoir ce que tu livres. Et ça, j'ai compris ce pont qu'il fallait faire. J'ai du design et moi, je dois le donner à du dev. C'est quel câble que je dois commencer à créer. Et quand j'ai compris le design system, j'ai compris que j'allais trouver mon câble, mon pont que je pouvais créer avec l'équipe technique. Et tu parlais justement que j'étais indépendant, que j'allais travailler avec beaucoup d'équipes. Et je peux t'assurer que tous les clients avec qui j'ai pu travailler, la plupart des gens, pourquoi on est beaucoup de designers, hein, quand tu fais appel à des missions, t'es beaucoup de designers. Et à chaque fois, j'ai fait la différence sur quoi? Sur ça, sur ce pont-là. Parce que je demande toujours dans un entretien à faire venir le responsable technique ou quelqu'un du développement pour l'expliquer qu'on va faire intervenir du design, ou ils ont peut-être des designs, mais surtout on va essayer de résoudre ce problème du pont et comment ils travaillent aujourd'hui ce pont-là entre le design et le dev. Et je peux te dire que la plupart des clients, je les ai, entre guillemets, gagné la mission parce que j'ai résolu ce problème-là d'entrée. D'accord. Donc ça, tu parlais d'une collaboration réussie, donc ça effectivement c'est un premier point, c'est-à-dire que toi tu fais des solutions de conception, il faut que tu arrives donc à la livrer à la personne qui va la réaliser. Donc ça, c'est un premier pont, mais après, il y a un autre pont qu'il faut construire, et là, c'est plus difficile, sincèrement, pour les designers qui sont plus jeunes, c'est le pont avec la stratégie d'entreprise. Et quand je te dis ça, c'est que j'ai travaillé, je vais te donner un exemple, j'ai travaillé sur une mission pareille, une mission longue, et on a réussi à améliorer notre design opérationnel côté livraison. On partait de zéro et on a mesuré tout ce qu'on faisait. On est devenu très bon. C'est-à-dire que la partie delivery, livraison, elle a eu une montée en flèche, en efficacité qui était énorme. Donc, tu vas me dire, c'est bien, collaboration réussie. Et en fait, ça n'a pas empêché que 2 ans plus tard, le projet,
a été arrêté. Et pourquoi? Parce que sur ce qu'on travaillait, on l'a très bien fait. Mais on travaillait pas sur les bonnes choses. Parce qu'au niveau stratégie, on s'est pas soucié de ça et on a fait confiance aux parties prenantes au-dessus. Et en fait, là, le pont, il y était pas. Entre les parties prenantes, les objectifs de l'organisation et nous, sur le produit, on n'avait pas créé ce pont-là. Donc, on était sur deux univers, en fait, parallèles. Chacun avançait jusqu'au moment, quand tu n'as pas réussi à lancer ton produit et que tu as dépensé énormément d'argent, qu'est-ce qui se passe là-haut? C'est que eux, ils prennent des décisions. Eux, ils les prennent très vite. On n'est pas rentable. On arrête ça. Et là, ce jour-là, moi, ça m'a tellement frustré avec tout ce qu'on a mis en place. Je dis, OK, il faut que je regarde l'autre pont de l'autre côté. Il faut que je regarde le côté stratégie. Et depuis maintenant, moi, je travaille avec les méthodologies, justement, des OKR, objectifs qui résultent. C'est une méthodologie, il y en a d'autres. Mais en tout cas, mon objectif, maintenant, pour une collaboration réussie, c'est que je veux absolument réussir avec la technique, mais je veux aussi absolument créer le pont avec la stratégie parce que j'ai compris que si tu fais pas ça, du jour au lendemain, tout s'arrête. D'accord. Ça veut dire que tu disais là, durant plusieurs mois, les parties prenantes travaillaient d'un côté, vous travailliez vraiment en parallèle sur le même projet et il y a eu aucune collaboration ou aucun échange entre les uns et les autres durant plusieurs mois, c'est ça? Ouais, en fait, je vais te donner un exemple, ça peut paraître tout bête, mais c'est comme si, je prenais l'exemple du foot tout à l'heure, mais c'est comme si là-haut, dans le président du club, l'objectif pour lui, moi je te dis aujourd'hui, cette année, avec ce produit, avec notre équipe, on veut être qualifié pour la Ligue des Champions, tu vois, dans les 3 poids. Que toi, en fait, t'as pas du tout une équipe pour ça. Et tu sais que toi, tu vas jouer plutôt le milieu de tableau. Si tu finis 8e, tu te dis, ça va être un excellent résultat. Et toi, tu travailles pour ça. Et tu sais que c'est ça que tu vas faire. Mais si à un moment donné, tu communiques pas dès le début, tu te dis, mais attendez, là, on n'est pas du tout alignés sur les mêmes objectifs. Et ça peut paraître incroyable, mais je peux t'assurer que dans la plupart des organisations, c'est le cas. Ce pont-là n'est pas fait. D'accord. Je suis assez étonné. Je suis assez étonné. C'est vrai que peut-être que c'est des organisations qui sont peut-être plus grandes où il y a peut-être plus de distance entre la stratégie et le design. Je sais pas, non? Écoute, même les petites. Ah ouais. Ça peut paraître, mais même j'ai travaillé des petites organisations. Ça a été le cas, et c'est pour ça que il faut le faire très rapidement en tant que designer. Quand on commence à avoir cette compétence-là, il faut quand même aller lever le doigt à un moment donné et dire écoute, là je sais que la stratégie c'est ça, mais je sais pas, moi j'ai l'impression que nous on n'est pas dans la même sphère là. J'ai l'impression que cet objectif en fait que tu nous dis d'aller sur la Lune, moi je pense que sincèrement ce n'est pas possible. Ou alors explique-moi un peu mieux, j'ai pas compris. Et ça il faut la communication. On revient au pilier 2, la communication. Et il faut pas hésiter. On a le droit aussi en tant que designer de dire je peux aussi intervenir sur le côté opérationnel et stratégique, quoi. Effectivement, t'as raison. Et je sais pas si c'est bien vécu par une organisation qui est mise en place ou qui a même peut-être construit l'entreprise aussi, de se dire ouais, je peux faire confiance à ce designer freelance qui est arrivé il y a 3 jours ou il y a une semaine ou il y a 15 jours. Comment je peux lui faire confiance à lui d'ailleurs, qui il est pour me dire, pour dicter entre guillemets ma stratégie, ou c'est moi qui la connais, c'est moi qui la détiens, moi je suis là depuis 15 ou 20 ans, lui il vient d'arriver. Qui il est pour me dire de quoi ça retourne et quel est l'avenir du produit? Comment tu te places toi par rapport à ça? Oui, ça a été difficile parce que comme tu dis, c'est pas évident de se permettre de dire ces choses-là. Et puis effectivement, tu as des fois des fondateurs qui ont connu le succès dans le domaine du logiciel, mais avant 2010. Sauf que avant 2010 et après 2010, j'ai envie de dire, les règles ont changé. Parce que on a le téléphone portable qui est arrivé, l'expérience utilisateur qui est arrivée, et maintenant tu as des utilisateurs qui sont beaucoup plus aguerris.
Et le monde du logiciel est devenu, du produit est devenu beaucoup plus dur. Un utilisateur qui n'aime pas ton produit, il enlève son abonnement. Et donc, c'est pour ça qu'il va falloir à un moment donné t'appuyer sur un argumentaire, comme tu le fais sur tes décisions de design pour l'accessibilité, pour l'ergonomie, etc. Sur la stratégie, effectivement, tu peux pas juste aller dire, je suis pas d'accord avec ta stratégie, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai galéré, comme tu dis. Quand j'étais pas d'accord, j'ai essayé d'en discuter. Évidemment, moi, j'y allais pas en frontal, j'ai essayé de créer ce dialogue. Mais j'ai senti qu'à un moment donné, le message, on pouvait en parler, mais ça passait pas. Et j'ai trouvé ma solution, c'est les OKR. Les OKR, par contre, ça a été un point d'entrée qui est devenu tangible. Pour quelqu'un qui est qui est un fondateur, qui est plus stratégique, etc. Là, tu expliques quelque chose, en gros, tiens, toi, tu as des objectifs, mais avec ces objectifs, on peut mesurer. Et donc, nous, on peut mettre en place nos objectifs et on peut les mesurer aussi. Et on peut essayer d'arriver à atteindre l'objectif que tu as fixé. Mais là, c'est tangible. Et donc là, c'est pas pareil. Et ça les intéresse et ils t'écoutent. Même les plus récalcitrants. Parce qu'il y en a, ils sont durs. D'accord. Et par exemple, les OKR, tu les as mis en place depuis combien de temps ? Maintenant, ça fait bien 2 ans que, peu importe les structures avec lesquelles je travaille, j'en parle avec eux. Et c'est pas quelque chose que tu peux me faire du jour au lendemain. Il faut commencer petit. Il faut commencer très petit. Il faut repartir en fait à la base. Parce que des fois, c'est ce que j'en reviens. Des fois, je t'assure, Laurent, c'est assez dingue. C'est que les équipes sont vraiment sur la livraison et ils livrent de la fonctionnalité. Il faut voir, quand tu multiplies par le nombre de personnes, de designers et d'équipes techniques, le coût que ça te revient de développer des fonctionnalités. Et en fait, à un moment donné, il faut revenir à la base. Tu te dis, mais si je développe tout ça, mais vous avez étudié effectivement en amont le problème qu'on voulait résoudre, les opportunités. Qu'est-ce que ça va apporter à votre objectif si on arrive à sortir cette fonctionnalité ? Quel est l'impact pour le business ? Voilà, c'est quoi l'impact de cette nouvelle fonctionnalité ? Et c'est quoi la valeur ajoutée pour l'utilisateur ? Si tu arrives à découper ça dès le début, ça change tout. Et ça, tu peux très facilement, quand tu arrives avec ces règles-là et que tu recentres vers la base le début, en fait, c'est quoi c'est quoi le problème et l'opportunité qu'on essaie de résoudre ? Ok, voilà, on s'arrête là. Avant de passer sur l'extase de problème avec l'exploration de données, méthode UX, qu'est-ce qu'on va faire ensuite sur le contenu, sur la livraison, le design system. Non, reprenons la base. D'accord, ok. Et puis je pense que en plus les OKR, vu que c'est quand même axé sur la qualité et c'est des chiffres aussi. Je pense que ça parle aussi à des dirigeants, quoi, en fait. Eh ben c'est ça. Tu te rappelles le point 2, connaître la communication, connaître son audience. Eh ben c'est ça. Si tu leur parles dans les premières années, en fait, moi je me cassais les dents bête et méchant en parlant d'expérience utilisateur, en jouant là-dessus, mais écoutez, les gens maintenant sur les logiciels, ils veulent de l'expérience utilisateur. J'allais sur cette argumentation-là, mais je sais que quelque part j'avais aussi raison, mais ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas. Et comme je l'ai dit, donc j'ai participé à beaucoup de projets qui se sont arrêtés. Et justement, par rapport à ce point que des ponts, par rapport au process que tu essaies de créer, un design opérationnel avec le côté livraison et le côté stratégie, il y a une qualité qui est importante. Ça peut paraître bête, c'est être tout simplement gentil. Et les plus grandes organisations, c'est pour citer encore Spotify ou Google, c'est ce qu'ils recherchent chez leurs designers, c'est cette compétence-là. En fait, ils ont analysé ça, que justement les meilleures organisations, et notamment chez Google, ils ont fait une analyse très concrète là-dessus, que c'est les équipes les plus productives, les plus efficaces, c'est celles qui avaient dans les membres ceux qui étaient les plus, sur une échelle qu'ils avaient calculé, qui étaient les plus gentils. Et c'est une réalité, parce qu'à un moment donné, vous allez toquer à des portes, que ce soit côté dev, côté stratégie, ou vous allez toquer pour dire je ne suis pas d'accord, ou ça ne va pas, etc. Si vous y allez de manière autoritaire et que si vous voulez aller dans ce sens-là, très bien. Mais pour une collaboration réussie, on en revient à ce que tu me demandais tout à l'heure. Il vaut mieux être gentil. Ça va mieux se passer avec ton équipe si tu lui dis, écoute, moi c'est pas comme ça que j'ai envie que tu me passes le ballon. Je préfère que tu me le passes comme ça. Ton coéquipier, il va se dire, la prochaine fois, ok, il préfère ça, je vais le faire comme ça. Mais si tu lui cries dessus,
à la Zlatan Ibrahimovic comme il savait faire, effectivement, oui, ses collègues, ses coéquipiers lui faisaient la passe comme il avait demandé, mais ils étaient terrorisés, ils le faisaient par la peur. Et c'est pas du tout l'idée pour une collaboration réussie, surtout sur le long terme. Ça peut fonctionner sur un court terme, mais sur un long terme, ça ne fonctionne pas. Donc n'hésitez pas, ouais. Si vous êtes gentil, continuez, ça fonctionne aussi dans les organisations produits. Très bien, donc tu viens de nous dire, nous donner les points. Donc numéro 1, donc qui est l'artisan du design, le numéro 2 qui est l'art de raconter la narration. Le point numéro 3, c'était, on vient d'en parler, c'est donc c'est le processus. Et maintenant, le point numéro 4 sur lequel tu vas nous parler, c'est la vision. Est-ce que tu peux nous en dire plus, s'il te plaît? Ouais. La vision, c'est un point qu'un designer, il faut qu'il ait en tête dès le début. Alors, c'est très difficile d'avoir une vision quand tu commences dans le design, mais ça, il faut pas avoir d'inquiétude. Mais je pense qu'il y a pas mal de designers qui, en ce moment, se sont inquiétés avec l'arrivée de l'IA. Je pense que, enfin, tout le monde l'a vu avec LinkedIn, l'explosion des outils dans l'IA. Et par exemple, tous les designers qui sont peut-être un peu plus designers visuels se sont inquiétés de dire effectivement, mon métier, qu'est-ce qui se passe là? Il y a quelque chose qui arrive. Et en fait, là, il faut se calmer, il faut en garder la tête froide. Et justement, si tu as mis en place cette vision, la vision, c'est quoi en fait? C'est d'avoir toujours à un moment donné un coup d'œil sur ton métier, sur ta carrière, et de voir toujours un peu plus loin. Et pour ça, ça se fait pas en après-midi. C'est-à-dire qu'il faut que tu travailles ça tous les jours. Je parlais de veille tout à l'heure. Moi, j'étudie depuis 14 ans. Je fais de la veille au moins 1 heure par jour sur des outils, sur des organisations produits petites, des grandes, celles qui fonctionnent, celles qui aussi ont connu des échecs. Et je regarde aussi les tendances. J'aime pas trop le mot tendance, mais des nouvelles technologies qui arrivent. Le vocal, par exemple, l'IA, métaverse, le design spatial. Tous ces points-là, voilà, c'est des choses que j'étudie, mais pourquoi? Parce que ça me permet, en fait, de construire ma carrière de designer en fonction de ça aussi. Et là, je reproduis un peu le modèle hanté dont je parlais au début. C'est-à-dire que je vois ces nouvelles technologies arriver et j'essaye de me dire, OK, l'IA, comment ça, voilà, l'IA. Par exemple, l'IA, qu'est-ce que je vais en faire? Est-ce que je crie, j'ai peur et en disant, il faut que je change de métier parce que l'IA va prendre mon travail? Non. C'est plutôt essayer de comprendre l'IA, dire, OK, la force de l'IA, c'est ça. Et moi, dans mon métier, comment je peux me servir de l'IA pour ensuite, demain, proposer des services en disant, moi, je peux travailler avec vous sur des logiciels et on va pouvoir inclure aussi l'intelligence artificielle là-dedans. Et donc là, ça vous rajoute une corde à votre arc en tant que designer et ça vous ouvre une vision. C'est-à-dire que vous avez la vision en plus, dire, OK, chez l'intelligence artificielle, ça m'ouvre plein de nouveaux domaines. Est-ce que j'ai envie d'y aller dedans ou pas? C'est la même chose pour le métaverse ou c'est la même chose pour le design spatial. C'est-à-dire que quand vous avez vu le casque d'Apple, pareil, il faut, en tant que designer, c'est un devoir d'aller étudier ça. Vous êtes pour ou contre? Ça, c'est justement, on revient au modèle hanté. Est-ce que tu as envie d'aller là-dedans ou pas? Mais c'est important d'y aller, d'être curieux, de se renseigner, de comprendre, d'essayer, d'expérimenter et de se dire, est-ce que ça, j'ai envie de le rajouter dans mes compétences et est-ce que j'ai envie d'aller là-dedans demain? Et moi, j'ai toujours travaillé comme ça depuis le début. Et en fait, tu vois, ça fait 7 ans que je suis indépendant et en fait, ça fonctionne très bien et je suis très confiant pour les prochaines années qui arrivent parce que je me vois très bien aller travailler avec l'intelligence artificielle. Je travaille en sous-marin là-dessus parce que je veux proposer ça ensuite dans mes services, dans la suite de ma carrière. Et même chose pour le design spatial. Je sais que ça va me prendre du temps, mais je suis déjà sur le sujet, j'ai commencé. Parce qu'au moment où ça va arriver, je serai prêt et j'ai envie de le faire. Et je serai sûrement en avance par rapport à ce qui se fait sur le terrain. D'accord. Alors, je ne vais pas parler de l'IA, mais par exemple, pour revenir sur le design spatial, tu dis tu es prêt ou tu fais de la recherche. Alors, qu'est-ce que tu fais réellement aujourd'hui alors sur ce sujet? Voilà. Par exemple, donc j'ai revu toutes les vidéos qu'Apple a pu faire sur les démonstrations pour comprendre le modèle d'interaction et la valeur ajoutée. Donc, d'ailleurs, je fais un parallèle avec ça.
pour le coup, j'y crois beaucoup plus, moi, à ça. Pourquoi? Parce que à l'époque, j'avais expérimenté tout ce qui était plus Kinect. Je sais pas si tu te rappelles, Microsoft, où tu interagissais avec les mouvements. Et ça, justement, moi, dans la vision, je me suis dit, mais ça, j'y crois pas parce qu'il y a un problème d'effort avec l'utilisateur. Et là, j'y crois beaucoup plus à ce modèle-là parce que eux, dans ce que j'ai étudié, ils ont beaucoup plus étudié le paramètre de la notion de l'effort. Et je sais pas si tu as vu, mais par exemple, pour les systèmes de scroll ou de validation, quand tu devais faire avec Kinect, je parlais des mouvements de bras, bah, c'est extrêmement fatigant d'avoir ce bras tendu, de choisir, de rester appuyé. Voilà. Les gens ne voient pas, mais on mime les mouvements, mais moi je l'avais, voilà, tu fais un petit peu, mais au bout d'un moment, c'est pénible. Et là, ce qu'ils ont réussi quand même à reproduire, c'est qu'ils se sont servis, en fait, de la logique des yeux et de juste du mouvement des doigts, comme tu le fais avec la molette de ta souris. Voilà. Et ça, par exemple, moi, j'ai étudié ces trucs-là, d'essayer de comprendre comment ils ont fait ce nouveau système d'interaction. Et ça, si tu restes que sur le modèle du casque et que tu regardes que la démo, tu sais pas tout ça. Et donc ça, il faut aller étudier. Et après, bah, il faut aller lire les lignes directrices ils ont écrites. Apple, ils sont accessibles, donc tu peux y aller. Et après, il faut y aller. C'est-à-dire qu'il faut tester. Tu te forces à te dire, par exemple, sur le produit sur lequel tu travailles, tu peux faire un test, se dire, OK, admettons qu'il y a une opportunité dans mon produit et qu'on va aller sur le côté du casque virtuel. Comment je peux amener ça et comment je peux le traduire là-dedans? Et il faut le faire. Et tu essayes. Et là, tu vas te rendre compte en le faisant que lire les lignes directrices, ça suffit pas. Et en le faisant, tu vas vraiment apprendre. Et là, j'en rejoins au côté artisan. Il faut faire. Il faut répéter tes efforts. D'accord. Et pour ceux qui le souhaitent, Apple a sorti une page qui s'appelle Introducing Apple Vision Pro. Effectivement, Olivier en parlait à l'instant. Il y a toutes les vidéos, les démonstrations, le détail du casque, le système d'exploitation, l'interface, etc., etc. La page est entièrement en français. Ils parlent du matériel aussi en lui-même comme ils savent le faire depuis des années. Et je ne sais pas encore si il y a même des visuels, on peut même copier le texte, c'est amusant. Mais je ne sais pas s'il existe toute la base d'interface, les éléments graphiques, etc. qui existent. Si, voilà, ça c'est des choses qu'ils mettent à disposition et c'est pour ça que tu peux commencer, justement, ils te facilitent le travail, tu peux déjà commencer. Et c'est juste, c'est notre métier en fait. Il faut pas oublier, designer, c'est faire quoi. Et donc aujourd'hui, en plus, on te donne, il y a 10 ans ou plus, on te donnait pas toute cette matière-là. Aujourd'hui, en fait, on te prémâche le travail et au contraire, on te prémâche le travail, on te laisse la chance de te concentrer en fait sur vraiment ce que tu dois apporter, c'est-à-dire des solutions et réfléchir à des problématiques et comment tu peux amener une solution. Et tout ce qui te prenait beaucoup de temps avant, en fait, maintenant, on te l'amène justement avec tous les outils, que ce soit Figma ou les kits ou justement toutes ces données Apple sur le design spatial. C'est presque un designer qui ne va pas faire ça aujourd'hui, moi qui ne s'est pas intéressé au design spatial ou à l'IA, ça veut dire qu'il a laissé de côté sa vision pour l'instant. Et je pense que c'est dommage. D'accord, ok. Donc là, Olivier, nous arrivons à la fin de l'interview. Et avant de terminer, je crois que tu voulais donner une conclusion très intéressante à nos auditrices et à nos auditeurs. Alors, qu'est-ce que c'est, s'il te plaît? Ouais, parce qu'en fait, donc voilà, là, je m'adresse plus aux designers plus juniors ou même un peu plus expérimentés. Que ce soit des indépendants, des salariés, à un moment donné, tu cherches à travailler dans ce domaine-là. Et sur ces 14 années, je peux assurer que les points que je vais citer en dessous, c'est des capacités, des compétences qu'un designer doit avoir. Si tu as ces 6 capacités-là, tu peux travailler dans n'importe quelle organisation, petite, grande, même des très gros comptes. Et j'en reviens, c'est pas du tout parce que tu as une capacité d'écoute, que tu sais utiliser Figma, que tu vas trouver ton poste ou ta mission, quoi. Donc
la première capacité, c'est la capacité à produire des conceptions de haute qualité. Ça, c'est vraiment ce que les gens attendent sur le terrain. C'est une réalité. Ils veulent ils attendent de toi en tant que designer, que tu sois capable de créer des solutions de haute qualité. Clairement. Ça, c'est ça qui va te faire passer devant. Le deuxième, c'est qu'il faut que tu sois capable de concevoir des expériences utilisables et efficaces. Ça rejoint beaucoup plus les points d'ergonomie. Et donc, si tu veux, ces 2 premiers points, on est vraiment beaucoup plus sur la partie du pilier 1, c'est l'artisan du design. D'accord. Le 3, c'est la capacité à justifier tes décisions de conception. Et donc là, on est sur plus le côté communication, narration, le pilier 2. On va aussi te demander d'être capable de collaborer efficacement avec les ingénieurs. Alors celui-là, pareil, hein, tu pouvais le souligner plusieurs fois. Clairement, ça fait la différence. Et donc ça, c'est plus le pilier du process, du design opérationnel. Alors, quand tu dis les ingénieurs, c'est, j'imagine aussi, c'est slash les développeurs, les techniques, quoi, en fait. Ouais. C'est ça. Oui, c'est ça, la partie, tout ce qui englobe l'ingénierie, la partie développement. Ouais. Complètement clé, ça. D'accord, ok. 5, c'est la capacité à transformer la recherche utilisateur en valeur. Parce que finalement, c'est quelque chose qu'ils ne savent, à part les grosses structures qui sont très matures, hein, et c'est quelque chose qu'ils ne savent pas faire. Donc et ça rejoint la partie du pilier, le point de la stratégie. Hein. Si tu es capable de transformer cette recherche et de dire que moi je vais t'en faire une valeur pour ton business ou ton produit, là vous allez vraiment les intéresser très fortement. Et 6, c'est la capacité à communiquer avec les parties prenantes. Donc je sais pas si tu veux que je les répète, mais je pense que c'est vraiment important parce que si tu maîtrises, si un designer là est capable de cocher ces 6 points en disant, par exemple, je maîtrise ces 6 points, ouais, je suis convaincu qu'il peut travailler dans n'importe quelle organisation. D'accord. Ok. Bah écoute, c'était super intéressant. Merci beaucoup Olivier pour cette interview et cet échange. C'était vraiment très sympa. Est-ce que tu veux rajouter un mot de la fin? Écoute, oui, peut-être que je vais lancer petit à petit un module de formation justement pour axer sur ces 4 piliers. Mais je le dirai sur LinkedIn quand ça sera prêt. S'il y en a qui sont intéressés pour leur organisation de travailler dans ce sens-là, je vais proposer ce service-là pour la suite, quoi. D'accord, ok. Donc, écoutez, si vous voulez vous tenir au courant, je vous engage à suivre Olivier sur LinkedIn et pourquoi pas le contacter. Je remercie beaucoup Olivier d'être passé dans Design Plus pour échanger avec moi et pour t'inspirer. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode. N'oublie pas de le partager autour de toi sur LinkedIn, Instagram, Twitter, Facebook et ailleurs. Tu peux aussi noter le podcast et écrire un commentaire sympa sur ta plateforme d'écoute pour partager ton avis avec les autres designers. Pour continuer à écouter le podcast, recevoir les notifications des nouveaux épisodes de la saison 10, alors n'oublie pas de t'abonner sur ta plateforme d'écoute. Aujourd'hui, vous êtes plus de 4000 à suivre Design Plus, alors merci. À bientôt, salut.